Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Tous les matins, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, ça se passe sur Espace TV aussi. Tous les soirs, juste après Moussa Moïsila, on vous donne rendez-vous, une manière de comprendre évidemment l'actualité. Elle était attendue, la rencontre Alpha Condé et Cellou Dalein Diallo. Il faut dire que des bons offices, donc notamment le ministre d'État, conseiller personnel du chef de l'État, y ont assidûment travaillé depuis des semaines. Elle va avoir enfin lieu ce lundi dans l'après-midi au Palais Sékou Touria. L'agenda donc de cette rencontre, forcément, la crise politique à laquelle fait face donc le pays depuis la tenue au mois de février dernier des élections communales dont l'opposition conteste les résultats. Une rencontre qui se tient à un moment où la frange de l'opposition conduite par l'UFDG a décidé donc de durcir le ton vis-à-vis du pouvoir d'Alpha Condé. On essaye de comprendre que peut-on espérer de cette rencontre. Vous le voyez à l'écran, Gorka Soussaï, c'est bien sûr Ousmane Gawal Diallo, député l'UFDG. Il est avec nous dans ce studio. Et puis, à la fin de l'émission, on va s'intéresser à cet autre sujet, cette initiative présidentielle qui a été déglinguée, cannibalisée, il le dit Titi, censée aider à sortir plus de femmes de l'extrême pauvreté, à rendre donc bien d'entre elles autonomes via un fonds revolving, donc en l'occurrence l'ANAMIF, Agence nationale de microfinance, qui, du fait d'une gouvernance et d'une gestion malsaine, a fini donc par être fossoyé. On essaie de comprendre. Tenez bien ce chiffre, 130 milliards de francs guinéens alloués à ce programme, une bonne partie donnée en prêt à des groupements féminins dans des conditions parfois douteuses, n'a été que faiblement remboursée. Déballage ce matin chez nous avec Mariatou, ancienne présidente du conseil d'administration de l'ANAMIF et qui sera avec nous dans ce studio. Nous allons continuer le débat avec notre invité Tanko. Oui, monsieur Gawal, c'est vrai, on n'est pas à notre première, en tout cas concernant ces genres de rencontres entre le chef de file de l'opposition et le chef de l'État. Mais aujourd'hui, la question que je voudrais vous poser, quelles sont les garanties que vous avez, parce qu'on sait pertinemment qu'il y aura un accord entre les deux hommes, mais quelles sont les garanties aujourd'hui que vous avez pour pouvoir faire respecter ces accords après avoir donc à la sortie donc de cette rencontre? Disons, on n'a pas d'accord, on n'a pas de garantie. Vous savez, quand vous rencontrez une institution comme celle du chef de l'État, vous n'avez pas de garantie, vous ne croyez que sa parole, vous n'avez pas de méthode de coercition, vous ne pouvez pas l'obliger à se tenir à sa parole. C'est pour ça que j'ai dit qu'il manque des institutions de recours. Normalement, lorsqu'un accord politique est obtenu, l'article 58 de la Constitution donne les prérogatives au chef du gouvernement, le Premier ministre, de veiller à l'application de l'accord politique. Mais comme vous le savez, on a plutôt des chefs de gouvernement godillots qui n'obéissent qu'au président ou pas à la loi. Donc, on n'a pas de garantie. Cependant, tout dépend de ce que le président veut comme crédibilité au niveau de l'opinion. Quand il s'engage et qu'il ne tient pas parole, il durcit par ailleurs toutes ses relations avec les autres acteurs qui sont même apolitiques dans le pays. C'est pour ça que vous avez vu un mouvement syndical extrêmement dur. Parce qu'ils ne croient pas à l'engagement du chef de l'État. Ils ont été jusqu'à avoir l'accord et qui a été immédiatement fait parce que le président a pris l'habitude de prendre des engagements et de ne pas faire suivre ça des faits. Et donc, pourquoi alors pensez-vous que cette fois-ci sera différent, donc, puisque vous connaissez mieux que quiconque Alpha Condé? Non, nous ne disons pas que ça va être différent. Néanmoins, lorsqu'il y a une perspective de trouver une issue par le dialogue, nous la préférons. Maintenant, on n'a aucune garantie que ça va être suivi des faits. Si ce n'est pas suivi des faits, on reviendra aux mêmes fondamentaux. Le problème, c'est qu'il faut dépasser ça et nous espérons cette fois-ci que si le chef de l'État prend l'engagement, ce n'est pas vis-à-vis de Cellou Dalein qu'il le prend, mais devant l'opinion. Quel engagement pourrait-il prendre dans le cas d'espèce? Parce qu'on sait, Moussa l'a rappelé, sur quoi porte le différend entre vous et le pouvoir, notamment la CENI, y compris la CENI. Le différend porte sur vos réclamations sur un certain nombre de circonscriptions. Vous dites que vos voix ont été volées dans ces circonscriptions. Vous réclamez donc que les vrais résultats concernant ces circonscriptions, elles sont neuves, soient publiés. Alors, quel pourrait être le schéma de sortie des crises? À quoi vous vous attendez, vous, de l'opposition de l'UFDG? Disons, je ne sais pas quelle qui va être la décision entre les deux acteurs.
parce que qu'est-ce qui pourrait vous contenter? Ce qui va nous contenter, c'est que l'on sorte par la transparence. Je vais vous dire une chose. Si on redonne à l'UFDG, c'est que si on redonne, d'abord qu'on fasse cette confrontation de procès-verbaux. Parce que les procès-verbaux, ce n'est pas l'UFDG qui les fabrique. L'UFR, tous les candidats détiennent ces procès-verbaux. Le RPG, l'UFR, l'UFDG, ils détiennent chacun une copie du procès-verbal issu du bureau de vote. Qu'on le confronte avec le procès-verbal centralisé. Ça permet de dire, oui, là, il y a eu fraude. Là, il n'y a pas eu fraude. Parce que, au fait, sur le principe, c'est ce qui est fondamental pour nous, le principe de dire que oui, nos PV ont été falsifiés à la centralisation. La finalité n'est pas donc de vous rétablir. Non, mais attendez. C'est important. Une fois d'un exercice de confrontation. Une fois que la vérité est faite, qu'est-ce qu'on fait de la vérité? Bien. Mais on l'a fait triompher. Et c'est ça qui est fondamental. On l'a fait comment? En restituant, effectivement, en rétablissant ce qui est totalement contraire à la loi. Écoutez. Maintenant, je vais vous dire, et c'est là le problème. Oui. Je pense que les espaces et beaucoup de médias se trompent un tout petit peu sur cet aspect. Il n'y a pas dans la loi guinéenne, le code électoral, une possibilité qui a été donnée par qui que ce soit et par quelque institution que ce soit d'annuler un procès verbal de bureau de vote, même par la CENI. La loi guinéenne l'interdit formellement. Moi, je mets n'importe qui au défi de nous dire tel article donne le pouvoir à telle institution d'annuler le procès verbal d'un bureau de vote. Ce qui est donné à la CENI, c'est la possibilité d'annuler un bulletin de vote. Lorsque vous avez un bulletin de vote où on a coché pour 2 candidats différents, forcément, c'est un bulletin nul. On l'annule. Mais le procès verbal d'un bureau de vote ne doit faire l'objet d'aucune annulation. Ça, c'est la loi. Lorsque quelqu'un a annulé, écarté, mis de côté, non comptabilisé, c'est une violation claire de la loi électorale. Ce qui mène. Et donc, si on est d'accord qu'il n'y a pas la possibilité d'annuler un procès verbal de bureau de vote, si quelqu'un l'annule, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, fait? Il rétablit la légalité. Alors, ce n'est pas faire un avantage à l'UFDG, mais c'est de rétablir la loi. Et c'est ça aussi. Donc, quand on dit qu'on viole la loi en rétablissant le droit, ce n'est pas du tout la bonne lecture qu'il faut avoir. La bonne lecture, c'est de dire que des gens ont agi en violation manifeste de la loi électorale en annulant le procès verbal des bureaux de vote. Des magistrats de la CENI qui a validé par la suite, il y a eu une complaisance de fonctionnement. Le magistrat qui a annulé au bureau de vote, une fois qu'il l'a fait président de CACV annulé, le lendemain, il se retrouve dans le tribunal pour juger la même décision qu'il a faite. Comment voulez-vous qu'il établisse la vérité? Bien. Ousmane Gawal, le problème. Notre invité ce matin, allez-y Moussa. En même temps, ces quelques pièges sont contenus dans le code électoral. Disons, c'est pas un piège. Le manquement qu'il y a, le manquement qu'il y a dans la loi, c'est le fait de n'avoir pas précisé que les contentieux électoraux viennent après la proclamation de résultats par la CENI. Parce que c'est elle seule qui peut rétablir éventuellement les erreurs commises par la CACV au moment où elle fait. Donc là, les contentieux électoraux interviennent au milieu. Une fois que la CACV a fait, le contentieux électoral intervient et après la CENI proclame. C'est après cette proclamation qu'on devrait avoir la possibilité de faire un recours. On ne serait pas dans cette démarche aujourd'hui un peu nouvelle. 2 choses, M. Gawal. Il y a le fait qu'au tout début, l'UFDG a été donc le premier parti, peut-être l'un des seuls, à demander avec la plus grande force, la plus grande fermeté, qu'il soit réexaminé les procès-verbaux qu'il détient et à l'issue de cela, de lui rétrocéder les voix qui lui ont été volées. Après votre réclamation, on a vu une certaine constellation de partis politiques. Certains partis sont sortis du lot pour dire « nous aussi, nous réclamons que nos voix nous soient données ». Est-ce que cela ne complique pas un peu la donne, la tâche au pouvoir ou à la CENI, même s'il y avait, si tant est qu'il y avait une petite volonté de satisfaire ou d'appliquer une certaine règle pour vous permettre de procéder à la comparaison des procès-verbaux et peut-être de vous redonner vos voix. Est-ce qu'en le faisant pour vous, ils ne vont pas le faire pour les autres également qui ont aussi des réclamations? D'abord, c'est une erreur de croire que c'est l'UFDG. Ce qui a été fait, et la CENI était claire là-dessus, elle a engagé le dialogue avec tous les partis politiques. Non, on sait bien que c'est parti de l'UFDG. Les autres partis politiques sont venus après. Nous le savons bien. L'opposition est partie de la même voie. Nous, là où il a été demandé à la CENI, là où chaque parti, chaque acteur semble disposer des preuves manifestes qu'il a été grugé, qu'ils viennent avec les preuves et que la CENI examine, non pas en tant qu'acteur électoral, mais en tant qu'acteur. Qui a fait la pression? Attendez, c'est l'opposition entièrement. On ne peut pas tirer le manteau que sur l'UFDG. C'est bien. Parce que vous le dites aujourd'hui dans ce studio, peut-être par une certaine forme de modestie, mais on sait bien que la pression a été mise par l'UFDG. Moi, je me rappelle la première réunion, mais Dr Faya était là avec les éléments ici de Guéguédou, les procès-verbaux qu'il avait à disposition. Nous savons ceux qui sortent dans la rue.
Oui, de ce point de vue, si vous évaluez par le poids de ceux qui s'expriment dans la rue, effectivement, l'UFDG est en tête de cette manifestation, mais n'est pas le seul parti. Pourrait-on contenter tous ces partis politiques qui ont aussi leurs procès-verbaux, qui souhaiteraient que cela soit réexaminé? Cela ne concerne que 300 bureaux de vote, après 2% du processus électoral. C'est rien du tout. Je pense que la CENI a les éléments pour faire ça. Même s'il y a la mauvaise foi qui est intervenue, parce qu'on a été à la CENI, ils nous ont dit qu'ils ne disposaient pas des procès-verbaux. Vous savez, il y a 5 procès-verbaux. Dans un résultat, il y a 5 procès-verbaux et les 4 sont destinés à la CENI et à ses démembrements. Donc elle a des éléments de comparaison disponibles et qu'il peut mettre à contribution pour faire éclater simplement la vérité par un processus transparent. Alors, M. Diallo, si on part du fait qu'une élection n'est jamais parfaite, comme le pensent beaucoup, effectivement, sur 342 circonscriptions, il n'y a que 9 qui sont identifiées au niveau de l'UFDG. Et aujourd'hui, pour beaucoup, vous prenez le pays en otage pour 9 circonscriptions, normalement, ce qui ne devrait pas être, parce que jusqu'à présent, vous n'êtes pas sans savoir que ces élus ne sont pas installés et jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à faire le travail. Ce qui me ramène aussi, deuxièmement, à votre regard sur le déroulement de ces élections dans l'ensemble. Est-ce qu'on peut s'en féliciter? D'abord, ce n'est pas dans 9 circonscriptions qu'il y a eu les fraudes. Attention, loin s'en faut. Il y a eu des fraudes partout dans le pays. Sauf que c'est dans les 9 circonscriptions où on a des éléments concrets. Bien sûr, il y a des urnes. Je dis encore une fois, même si on nous accuse d'avoir bourré les urnes, il faut que ceux qui accusent là viennent avec leurs procès-verbaux pour pouvoir étayer ça. Quel que soit l'endroit du territoire national où il y a eu des fraudes, il faut rétablir la vérité. C'est très important pour la transparence, pour permettre aux Guinéens de se regarder en face et d'accepter le choix des populations guinéennes. Donc, il ne s'agit pas de prendre en otage les Guinéens, il s'agit de dire que c'est sur 9 circonscriptions que nous avons pu mobiliser des éléments concrets de preuve pour confronter ça au résultat. Mais il y a eu des endroits où on n'a pas eu des procès-verbaux. Rappelez-vous, à l'intérieur du pays, sur les bureaux de vote, on a eu un procès-verbal pour tous les candidats. Donc on ne pouvait pas réunir parce que souvent c'est l'UFR qui est parti ou l'UFDG qui est parti avec. Donc on n'a pas été en situation de mobiliser les procès-verbaux partout. Mais à Conakry, sur ce qu'on s'était concentré, on a pu mettre en place à la fois le mécanisme de contrôle, le mécanisme de surveillance, le mécanisme de collecte de ces procès-verbaux, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui des éléments concrets sur ça. Sur les élections de manière générale. Bon, disons alors, parlons donc de ces fraudes au niveau donc de ces élections du 4 février. Alors la faute à qui exactement? La faute au fichier électoral, le code électoral amendé, ou aussi la problématique de la désignation des conseils de quartier, de district? En l'occurrence ici, le fichier électoral n'a pas beaucoup d'impact. Les anomalies qu'il contient n'ont pas beaucoup d'impact parce que l'élection est locale. Par contre, et c'est là que je voulais rebondir un tout petit peu, l'annulation de ces procès-verbaux, ça a eu quelles conséquences? Vous avez 2 districts à Fulamori, dans Gawal, où on a annulé les résultats du bureau de vote. Il y a un bureau de vote par district. Korassi, c'est un bureau de vote qu'il y a dans le district. Quand on annule le résultat, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut même plus désigner le président de district parce qu'il n'y a plus aucun résultat. C'est pour ça que le législateur était avisé d'interdire l'annulation du procès verbal du bureau de vote entièrement. On aurait pu annuler 1 ou 2 bulletins de vote, mais si vous annulez le résultat, il y a des quartiers aujourd'hui, on a annulé le bureau de vote. Mais on fait quoi pour désigner le chef de quartier? On se base sur quoi? Il n'y a pas d'élection partielle prévue sur ce processus. Donc, c'est un vrai problème que ces annulations posent et que le législateur avait prévenu pour interdire ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas incriminer le fichier électoral en soi. Par contre, on peut incriminer les acteurs. Il y a une forme de complaisance entre les magistrats qui ont présidé le CACV et les acteurs de la CENI qui sont précipités à valider des résultats tronqués par ces magistrats, chacun renvoyant à l'autre sa responsabilité pour diluer la responsabilité des autres. Sur la question de l'annulation de ces PV de bureau de vote, vous dites qu'aucune loi ne permet cela. Vous avez eu des négociations, des concertations avec la CENI. Qu'est-ce qu'elle vous a dit à propos pour justifier justement ces cas d'annulation des PV? D'abord, elle dit que c'est qu'elle a des arguments pour aucun argument, et elle nous dit que c'est les magistrats qui ont annulé. Les magistrats nous disent, nous on n'a rien annulé, on a écarté. C'est la CENI qui a annulé. Donc chacun renvoyant à l'autre. On se souvient à un moment donné, la CENI avait fait un communiqué pour interdire aux magistrats de procéder à des annulations. Normalement, même si les magistrats avaient annulé, il appartient à la CENI de corriger, de rétablir. De rétablir, même si les erreurs, il y avait des erreurs dans la comptabilité des résultats, la CENI pouvait d'ailleurs, il y a eu le cas. Avant de continuer, Bantanko, avec vous, cette question, parce que c'est une émission interactive aussi à notre manière, on a cet auditeur qui pose la question. Bonjour Lamine, demandez à Gawal pourquoi l'UFDG a perdu à Gawal et dans sa propre localité, Kakoni.
C'est MCK depuis Nongo qui nous envoie ce message. Disons, on n'a pas perdu à Gawal. Il y a une vue d'esprit, j'ai entendu. Kakoni. Oui, on a perdu à Kakoni. Oui, bien sûr. Mais attendez, d'abord, moi je n'analyse pas le problème en disant qu'on a perdu. Pourquoi? Parce que Gawal, dans l'ensemble des 8 circonscriptions de Gawal, était gouverné par le RPG. Jusqu'à ces élections. Nous avons réussi à récupérer 7 sur 8. Nous, on est contents. On est content. Et dans la commune urbaine de Gawal, c'est la première fois que l'UFDG met en ballottage le RPG. En 2010, ils ont gagné au Lama. Aux élections législatives, ils nous ont battus sur près de 2000 voix dans la commune urbaine. Aux élections présidentielles 2015, ils nous ont battus. Pour la première fois, on les met en ballottage parce qu'on a égalité de conseillers et de voix. Et ça, c'est une performance que beaucoup de gens, parce que sur l'ensemble de la préfecture, par contre, l'UFDG passe avec plus de 10 000 voix devant le RPG. Ça veut dire que si demain il y avait des élections législatives sur l'ensemble de la sur le cas Kakoni. Sur le cas Kakoni, c'est une surprise pour nous. Comment vous recevez quand même ce résultat? C'est une claque pour vous personnellement? C'est une déception. Une claque. Attendez, non, c'est pas une claque. Parce qu'on perd. La gueule de bois, c'est une claque. Les grandes gueules. Non, je vais vous dire. On a perdu à Kakoni, c'est vrai, 10 contre 11 conseillers. Et on perd à de virgule. Ça veut dire qu'ils nous dépassent. Ça, c'est la langue de bois. Ils nous dépassent c'est la langue de bois. Ils nous dépassent de 85 voix. Vous comprenez? Ils nous dépassent de 85 voix qui les donnent le plus fort reste. Bien. Allez-y, pardon? Allez-y, parce qu'on a eu 2 procès, on a eu 2 bureaux de vote qui ont enregistré 245 procurations. Au niveau de Kakoni, donc ça explique tout. La fraude est lieu partout, mais malheureusement, on n'a pas examiné ça dans le détail. D'accord. Revenons à cette rencontre. Vous voulez qu'il y ait une confrontation, donc des procès verbaux pour rétablir la vérité. Alors, de quoi l'opposition se contenterait si toutefois le pouvoir ne l'accordait pas? Est-ce qu'il y a un plan B? Quel serait alors ce plan B? C'est ce qui va faire l'objet de discussion tout à l'heure à la réunion de l'opposition. À 11h. Qu'est-ce qu'on va accepter à défaut de la même, qu'est-ce qu'on accepte? Est-ce qu'on prend la grammaire avec un téton ou les 2 grammaires? Et donc on verra ça et c'est ce qui fera l'objet de discussion. Je ne peux pas m'aventurer. À quel moment vous allez... La réunion a lieu tout à l'heure à 11h. Sur les cas d'assassinat, parlons-en. Lors des manifestations, il y a eu de l'agitation ces derniers temps. Il y a eu des manifestations notamment de la part des femmes de l'opposition qui sont allées devant le ministère de la Justice pour réclamer qu'il y ait de la lumière et que les enquêtes engagées autour de ces cas de tuerie à l'occasion des manifestations, que ces enquêtes aboutissent. Alors, quelle lecture vous faites de ces assassinats? À qui la faute? Parce qu'il y a un débat sur le fait de savoir qui tue les manifestants. D'un côté, les forces de l'ordre qui se défendent en disant qu'il y a des manifestants parmi vos militants qui sont armés. Et récemment aussi, le ministre de la Communication est allé dans le même sens. De l'autre côté, l'opposition est toujours sur la même ligne de défense et en pointant un doigt accusateur sur les forces de l'ordre. Quelle est votre lecture? Je pense qu'il faut appeler le cas Grenade, parce qu'on vous a vu. On a vu entre autres. Mais il ne veut pas citer. D'abord, Grenade, c'est un jeune militant de l'UFDG que je connais bien, que beaucoup de gens responsables du parti connaissent. Mais nous ne connaissons pas Grenade criminel ou capable de faire des assassinats. Vous pensez que vous allez nous faire avaler ça? Attendez. Honnêtement. Attendez. Je dis encore jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que lorsqu'il y a eu les manifestations à Boké, les cas de mort là-bas c'était Grenade? Ou à Kouroussa? Ou à Ségiri? Ou partout ailleurs où il y a des grèves où on tue? Quand il y a eu la manifestation des enseignants, il y a eu 8 morts. Vous n'allez pas dire que ce monsieur, vous le connaissez comme ça, comme simple militant. Il habitait quand même. Et là, c'est le Dalin Diallo. Non, je ne sais pas s'il habitait là-bas. Je ne crois pas du tout. Et je ne l'ai jamais connu chez El Azelou comme vivant là-bas. Ça, je peux vous le garantir. De toutes les façons, maintenant, vous l'avez côtoyé, Ousmane Gawal? Comme beaucoup de militants. Je ne l'ai pas côtoyé dans le cas où on ne se fréquente pas, mais c'est un militant qu'on connaît, qui vient aux activités du parti. Vous avez écouté les révélations de Sékou Swapé qui dit qu'il a rencontré Grenade et que Grenade lui a clairement dit que sa vie sera en danger et qu'il existe une certaine corrélation entre des agents de la police et de la gendarmerie et Cellou Dalein Diallo pour, bien entendu, réprimer les manifestants. Là, vous me faites du tort pour m'amener à commenter les propos de Sékou Swapé. Mais je vais vous dire une chose. Oui. Ce que Sékou Swapé dit n'a pas de crédit pour moi. Pourquoi? C'est quelqu'un qui nie même avoir donné des interviews où il déclare, et c'est une interview qui est donnée chez Lynx, une radio confrère à vous, où il dit tout le mécanisme par lequel ils ont mis à mort Panival. Il le reconnaît. Et il y a des photos où il exhibe la carte militaire et la carte d'identité de Panival. Comment lui il peut s'arrêter demain et dire qu'il ne connaît pas?
Ça, c'est un premier problème. Deuxièmement, que Grenade vienne se confier à lui. Mais c'est lui seul qui parle. La troisième chose, c'est que le procureur a fait. Et c'est ça qui est insidieux et qui a fait qu'on le poursuit aujourd'hui devant le procureur général. Et j'ai déposé personnellement la plainte contre lui. Pourquoi? Il diffuse une photo montage de Grenade, où on voit très bien apparaître le logo de la gendarmerie, où il fait. Mais sans citer le nom, il laisse circuler des photos où Grenade est en ma compagnie, où il porte une chemise portant l'effigie du chef de file, où il est en compagnie d'Alimatou. Pour laisser les journalistes accréditer l'idée qu'on aurait quelque chose à voir. Moi, le lendemain, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la photo où il y a Sékou Souapé et Alpha Condé. J'ai diffusé. J'ai dit, mais monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez dire qu'Alpha Condé est complice des agissements de Sékou Souapé parce qu'ils ont la photo ensemble? Sékou Souapé est habillé en tenue militaire et tient un RPG et les lance-roquettes en main. Ce n'est pas ça, comme ça qu'on fait la justice. Deuxièmement, on ne peut pas dans un procès pénal entendre un prévenu sans qu'il soit accompagné par son avocat. C'est une faute grave que le magistrat a fait. Et tous les problèmes qu'on a aujourd'hui à Conakry, c'est des problèmes qui ont eu lieu dans la circonscription juridique de ce magistrat, qui ne lève pas le petit doigt, sauf pour fabriquer des faux complots, des insinuations malsaines qui orientent des soupçons sur des personnalités de ce pays. C'est pour ça que je dis qu'il doit être le plus vite possible démis de ses fonctions de magistrat parce qu'il n'a pas été à la hauteur. Donc pour vous, le cas Grenade, c'est juste du montage? Non, attendez, si ce n'est pas du montage, ils n'ont qu'à apporter le monde aujourd'hui est ouvert. Vous êtes capable de juger, ils n'ont qu'à nous donner les éléments. Ils n'ont qu'à nous donner les éléments de preuve au-delà des insinuations qu'on fait, au-delà des déclarations personnelles. Pourquoi alors vous l'avez fait sortir du pays? Personne ne l'a fait sortir. En tout cas, comment il s'est retrouvé à Dakar, Grenade? Je n'en sais rien. Quand il y avait ces projets, j'ai même lu l'interview d'Antoine sur ça, disant que j'ai fait héberger Grenade et que je l'ai fait sortir. Moi, quand cette affaire était liée, j'étais à Paris. Je n'étais même pas ici. Bien. Je n'étais même pas en Guinée. On va évoluer. Attendez, Antoine qui écrit ça, c'est un de vos jeunes journalistes ici, qui dit qu'il a interviewé un individu qui n'est pas connu. Je dis qu'il faut qu'il fasse attention. Parce que quand vous dites des choses, ça a des conséquences sur les gens. grandes gueules. Donc, personne ne peut nous dire avec clarté qui a fait sortir Grenade de Conakry vers ceci. Donc, aujourd'hui, c'est les mêmes accusateurs qui parlent. Bien. Okay. Allez-y, Bantanko. Oui, bon, je poserai une question. Mais vous savez, dans ce pays-là, on a appris à esquiver la vérité partout. Moi, personnellement, vouloir prétendre que ces Grenades et des militants qui font tuer des manifestants, c'est ridicule pour moi. On sait pertinemment qu'aujourd'hui, la problématique, le problème de la Guinée, l'armée, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, ont reconnu avoir fait recours aux armes non conventionnelles, armes à feu. À partir du moment où cela est possible, ils reconnaissent cela, on ne peut pas chercher qui est responsable de ces mots. Grenade, par exemple, on parle de lui, on dit qu'il est sorti du pays il y a plus d'1 an qu'il n'était pas là. Et pendant ce temps, on continue à tuer des gens dans les rues. Donc, moi, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution pour amener cette police et cette gendarmerie d'utiliser les armes conventionnelles. Alors, moi, je vais vous poser une question. Quelle est cette stratégie que vous avez, à part les manifestations de rue, pour amener aujourd'hui à ces agents d'utiliser les armes conventionnelles et non les armes non conventionnelles? Vous savez, on a mis en place plusieurs mécanismes de surveillance. Aujourd'hui, nous utilisons aussi les nouvelles technologies, les drones qui nous permettent de surveiller les manifestations. Nous avons mis en ligne une vidéo sur YouTube, assassinat à Bambeto, où vous voyez un gendarme sortir d'une pick-up protégé par les véhicules de la gendarmerie, tirer sur la foule, revenir, monter dans son véhicule et partir. Le matricule du véhicule est disponible, le visage du gendarme est disponible. Nous avons été à la gendarmerie nationale pour leur montrer ces images que nous filmons aujourd'hui. Chaque fois que nous sortons, nous mettons en l'air plusieurs drones aujourd'hui. Et la gendarmerie nous dit, on ne connaît pas ce gendarme. Bien entendu, comment ils peuvent nous dire qu'ils ne connaissent pas un gendarme qui tire sur la foule avec des armes de guerre et qui est protégé par les maintiens d'ordre de la gendarmerie et un véhicule de la gendarmerie et qui s'en va? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une complicité tacite entre ceux qui commettent les crimes là et les forces de sécurité dans notre pays. Maintenant, le procureur aurait pu réduire l'impact psychologique de ça, parce qu'il y a eu des cas clairs. Il y a eu un policier qui a été arrêté Hadi, qui a été arrêté lorsqu'il a descendu le jeune qui était sur son balcon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a augmenté en grade aujourd'hui. Il est dans la nature libérée. Bien entendu, le véhicule de la gendarmerie qui a percuté le jeune et qui l'a tué, il aurait pu être poursuivi pour homicide non volontaire, homicide involontaire, et faire l'objet d'un procès et une sanction disciplinaire, par exemple. Ça aurait pu. Mais même ces cas réels qui ne nécessitent pas de
font l'objet d'un oubli total du Bien. procureur de Alors, On Bikini, va évoluer, on a M. Souleymane. que 15 minutes, allez-y. Justement, quand on prend l'ensemble des cas, vous parlez aujourd'hui de ces militaires, mais c'est vrai qu'après, il faut un procès, il faut une enquête pour savoir qui a tué qui, justement. Maintenant, la dernière fois, j'échangeais avec un cadre du ministère de la Justice qui me disait que pour chaque cas, il y a effectivement une information judiciaire qui est ouverte, mais qu'il n'y a pas de suivi. Et ma question, c'est de savoir au niveau de l'opposition, est-ce qu'il y a un mécanisme qui est mis en place pour qu'après les cas de meurtre, vous retrouviez sur le terrain juridique Les grandes gueules. poursuivre pour qu'il y ait un procès, ou bien vous vous arrêtez, vous vous contentez des manifestations? Non, Comment ça une se fois passe qu'il y à a votre eu des victimes, l'UFDG recense les victimes, mobilise les photos et permet à la famille d'avoir accès à un avocat que nous accompagnons. Nous accompagnons la famille en payant, en mettant à leur disposition des avocats pour que les plaintes soient régulièrement déposées. Ouais. Et donc, s'il y a des frais Ouais. en se constituant partie civile, le parti les aide à mobiliser ces frais pour qu'ils se... Donc, les plaintes ont été faites et il y a même des cas qui sont déposés à la CEDEAO. Malheureusement, la lenteur et la mauvaise foi de l'institution judiciaire fait que rien ne bouge parce que vous avez beau la volonté de faire des plaintes, si la justice est lente, si la justice a envie de dormir, bah, rien ne peut avancer. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui... C'est jamais suivi. Bien. Ben oui, Allez, il n'est pas question, suivi des Bakar. faits. On est Mais plus les par le plaintes temps, sont malheureusement. là, Vas-y, Bakar. elles sont régulièrement réchauffées par nos avocats. Dernière question, forcément, puisque vous parlez de plainte, vous en avez fait usage également, selon nos informations. Est-ce que c'est confirmé que vous avez porté plainte contre des communicants du RPG Arc-en-Ciel? Deuxièmement, très rapidement, dans le même sillage, de quel œil vous regardez la démarche ou le travail fait par le balai citoyen dans le cadre donc, de la lutte contre les propos haineux sur la toile? D'abord, moi, personnellement, pour ce qui concerne les plaintes, je dis il y a un certain nombre de jeunes, je ne sais pas si c'est des communicants du RPG, qui ont traité Ousmane Gawal de drogué, qui ont traité Ousmane Gawal de délinquant, qui ont traité Ousmane Gawal. Je ne pense pas que cela fasse l'objet d'un débat, si c'est ça le débat politique. Je pense que ces gens-là vont répondre devant l'appareil judiciaire de ces propos parce que ce n'est pas comme ça qu'on traite le débat politique. Ça, c'est un. Deuxièmement... Il y a le ministre Damanta aussi qui se plaint, oui, le ministre qui se plaint de vous et qui aurait porté attendez. plainte contre vous. D'abord, il n'y a pas eu de plainte. Mais j'aimerais bien qu'il porte plainte parce que ça permettra de clarifier un certain nombre de sujets. Peu importe la personne. Damanta n'a pas porté plainte. Lorsque vous pensez que Damanta n'a pas porté plainte. Moi, je n'ai rien reçu, donc Ouais. j'entends les plaintes par vous. S'il estime qu'il est visé, ou il a été diffamé, ou il estime qu'il a été choqué par un de mes propos qui le vise, mais libre à lui de s'adresser à l'appareil judiciaire. Je pense que ça, c'est une bonne démarche. Il faut qu'il la fasse. Et puis, on aura l'occasion de s'expliquer devant l'institution judiciaire. Mais à ce moment-là, la justice doit être la même pour tout. Parce qu'on a un certain nombre de députés de l'autre côté qui ont fait l'objet de plaintes de notre part. Mais j'espère que chacun d'entre nous bénéficiera du même traitement devant l'institution judiciaire. C'est ce que nous recherchons. La dernière chose qu'il faut souligner, c'est que le débat politique de notre pays est travesti par beaucoup de démagogie. Cette structure de la société civile qui s'érige aujourd'hui en juge, c'est dommage parce que ça montre la défaillance de l'appareil judiciaire. Il y a des acteurs qui sont visés par ces propos haineux, c'est des partis politiques. Nous avons déposé des plaintes ici contre des ministres de la République. Ça a donné quoi? Ça n'a donné bien, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce qu'elle est en droit de le faire? Parce que c'est ça aussi. Est-ce que la société civile peut intenter de tels procès comme ça pour qu'ils aboutissent à quelque chose? Ou bien ce sera l'objet d'un non-lieu qui va fermer la porte à des sujets très graves qui doivent faire l'objet d'un procès judiciaire. Maintenant, on va suivre et voir ce qui va se passer. Voilà, à suivre donc Ousmane Gawal, notre invité ce matin chez les GG. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.